Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle formation. Et aujourd'hui, c'est la Kern Pharma qui passe sur le grill, l'Equipo Kern Pharma. C'est pour ça qu'elle est aussi haut dans le classement. Parce que je rappelle, à chaque fois, j'utilise l'ordre alphabétique du côté des équipes. On va revenir sur la saison 2024 de cette équipe qui nous a émerveillés pendant une partie du mois d'août et une partie du mois de septembre sur la Vuelta. On reviendra également sur les autres résultats de cette équipe, l'effectif 2025, les transferts, les coureurs à suivre, enfin... Comme d'habitude, sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, qui vous allez suivre en 2025 du côté de cette formation. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Je remercie les gens qui le font. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche. Plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Et puis on commence tout de suite, tout simplement, par cette vidéo du côté de l'Equipo Kern Pharma. Une équipe qui, oui, nous a émerveillés en août et en septembre, parce qu'on ne s'attendait pas forcément à des résultats. Moi, personnellement, je ne m'attendais pas à des résultats de la Kern Pharma lors de la dernière Vuelta. Je disais, bon, ces équipes-là, voilà, c'est les invitations, on invite des équipes du pays. Bon, la France fait pareil avec la Total Energy, on l'a fait aussi avec la Arkea pendant des années. Vous avez voilà, plein l'Italie fait ça également avec la Politicometa. Bon, c'est normal, on va dire, du côté des grands tours. Mais on sait très bien que, bon, en termes de résultats, c'est pas toujours excellent. Et là, la Kern Pharma, elle a, en fait, tous ces jeunes sont arrivés performants au bon moment. Et sur cette dernière Vuelta, on a eu forcément un très grand Pablo Castrillo, Urco Berade également, et puis tu as eu Pau Mikel également du côté des sprints, il ne faudrait pas l'oublier. Donc c'est vrai qu'en fait, tous les jeunes coureurs ont été performants et ont réussi à avoir des résultats. Donc c'est vrai que c'était... vraiment l'idéal pour eux. Voilà, ça a été juste fantastique de ce côté-là. Et ça fait une très très grande saison du côté de cette formation. Donc voilà, bravo à l'équipe Kern Pharma sur cette Vuelta. Surtout qu'on ne peut pas dire que tout le reste de l'année était exceptionnel. Même s'il y a quand même eu... Là, je regardais un petit peu sur les places d'honneur de cette équipe, pas mal de bonnes choses, notamment le Tour de Burgos avec là aussi Castrillo, il y avait le Tour de Langawi aussi, 5e du Tour de Slovénie également pour Castrillo, le Tour d'Eman, 4e place pour Jordi Lopez, et puis Unai Iribar qui prenait la 3e place du Tour de Langawi. Mais voilà, encore une fois, c'est une équipe qui a toujours eu dans l'idée de former des jeunes coureurs espagnols. Ça a été ça dès le départ du côté de cette formation, l'objectif, c'est-à-dire d'aller chercher des jeunes, grâce déjà à sa réserve, la Lizarte, et puis ensuite essayer de les amener au plus haut, grâce également à l'équipe de 2e division qui est arrivée en 2020, la Kern Pharma. Voilà, avant, il n'y avait que la Lizarte. Et la Lizarte, oui, une structure qui était là depuis de nombreuses années, et puis avec un patron qui a fait le job malgré un cancer, parce que c'est vrai que on va dire l'homme qui était derrière cette formation Kern Pharma, qui trouvait l'argent notamment, qui finançait la Kern Pharma, est décédé juste avant la première victoire de Pablo Castrillo. C'est vrai que ça avait été une grande émotion lors de cette 12e étape, avec cette victoire de Pablo Castrillo, et je pense que ça a donné aussi un supplément d'âme sur cette dernière partie de saison, parce que c'était quelqu'un qu'il connaissait énormément, et c'est vrai que de le savoir malade, de le savoir pas au top physiquement, très clairement, cette personne-là, forcément ça a dû les toucher. C'est comme si chez Total Energy, il arrivait quelque chose à Jean-René Bernaudot. Je pense que du côté du collectif, on aimerait bien faire
pour essayer d'encourager Jean-René Bernadotte. Là, c'est ce qui s'est passé tout simplement du côté de la Kern Pharma. On regarde tout de suite les victoires. Ça va aller assez vite parce que malgré des bons résultats sur l'année, les victoires, elles ne sont pas nombreuses. Elles sont au nombre de 4. Alors certes, 3 victoires en World Tour, avec 3 victoires sur le Tour d'Espagne, l'étape 12, l'étape 15 et l'étape 18. 2 pour Pablo Castrillo, 1 pour Erco Berade. On rajoute à ça José Félix Parra, qui avait remporté la dernière étape de l'Alpe Isère Tour en France, qui fait que 5 victoires. 4 victoires, pardon, c'est quand même le record de l'équipe. Parce que, bon, certes, ils ont toujours réussi à gagner au moins une victoire par an. Mais le précédent record, c'était 3 victoires en 2021. C'est jamais une équipe qui a énormément gagné. Encore une fois, parce que c'est l'idée de la formation du côté de la Kern Pharma. Même si là, on a quand même l'objectif de faire un peu mieux, je pense encore en 2025, avec notamment le recrutement de quelques coureurs un peu plus expérimentés du côté de cette structure. Que dire d'autre du côté de cette Kern Pharma? Bon, 241 jours, mais vous l'avez bien compris avec la Cara Rural, que je rappelle que Pro Cycling Stats ne prend pas en compte les courses 1-2 et les courses 2-2 dans le ratio des victoires, enfin le ratio du nombre de jours avant la première victoire. Ce qui fausse quand même un petit peu les chiffres. On va pas se mentir, alors ça fausse pas les chiffres pour les équipes World Tour, ça fausse quand même parfois les chiffres pour ces équipes de deuxième division. Alors avec 4 victoires, c'est vrai que la Kern Pharma est pas très bien placée, 4 victoires pour la Kern Pharma, elle est 74e au classement mondial en prenant en compte les victoires. Donc il y a la TDT Unibet, mais en fait derrière c'est vraiment les tout petites équipes, c'est Bingoal qui est derrière, c'est forcément Euskaltel aussi qui sont bien plus loin dans ce classement. Elle est loin par exemple d'une Burgos, d'une Cara Rural, donc c'est pas assez excellent que ça en termes de nombre de victoires, mais encore une fois il y a eu pas mal de résultats autres du côté de cette équipe, et notamment du côté des points Pro Cycling Stats. Là c'est largement mieux que les années précédentes, avec quasiment 1900 points de récupérés contre 1185-187 qui était le précédent record en 2023. Donc certes moins de victoires, mais pas énormément de victoires, mais des grands résultats, et on voit que c'est quand même la meilleure saison de l'équipe depuis sa création, et donc ça veut dire que ça évolue dans le bon sens du côté de la Kern Pharma, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On regarde tout de suite les transferts du côté de cette formation. Pas mal de départs, là aussi pas mal de changements du côté de la Kern Pharma, avec 8 départs pour 6 arrivées. Du côté des départs, bien entendu Pablo Castrillo, qui était l'un des coureurs un petit peu surveillés sur le marché des transferts, qui rejoint la Movistar. Jordi Lopez et Juan Aguirre qui rejoignent la Euskaltel, comme Dani van der Tuk, le Polonais. Et puis Eugenio Sanchez rejoint la Victoria Sport Pro Cycling. Donc là, une équipe qui doit être une équipe peut-être italienne, non, une équipe tchèque, voilà. Où il y a un autre coureur espagnol également dans cette équipe. C'est tchèque? Attendez, j'ai même un doute. Non, c'est pas thaïlandais plutôt. Je dis peut-être une connerie sur la nationalité de... Non, c'est les Philippines, pardon, voilà. Parce que c'est pas tchèque, c'est Philippines, pardon. Je me disais bien que c'était pas le maillot de la République tchèque. Donc voilà. Qui sera notamment, qui a fait le tour de Sarja, voilà, qui fera le Cebu Cycling Tour également, normalement, cette formation. Voilà, avec en majorité des coureurs philippins. Voilà, on en apprend tous les jours du côté du cyclisme. Marty Marquez, lui, a pris sa retraite. Alors ça, c'est le problème quand on lance des coureurs jeunes, c'est quand ils n'obtiennent pas des résultats, parfois ça fait des retraites également extrêmement jeunes, à 27 ans, retraite pour Marty Marquez. Et puis Alex Reime, lui, n'a pas trouvé encore de point de chute, et Carlos Garcia Pierna, lui, rejoint la Burgos Bourg-Pellet Beach. Du côté des arrivées, on a Ivan Sosa qui arrive de la Movistar, Mats Wenzel qui était à la Lidl Trek Future, et puis alors des coureurs qui étaient à la Lizarte mais qui a changé de nom, qui est désormais l'équipe Finisher Kern Pharma, mais en fait l'équipe réserve. C'est le cas de Echevarria,
de Nil Rimeno peut-être même, de Pablo Carrascosa et de Ibai Azanza également, voilà, dans cette équipe. Est-ce que Etchebarria, c'est le fils du coureur de la Euskaltel? Non, il n'y a pas de lien de parenté. Voilà. Du côté de Eymar Etchebarria, parce qu'il y avait un autre, il y avait Unai Etchebarria qui était à la Euskaltel Euskadi. Voilà, ça remonte, hein, c'était dans les années 2000. L'effectif donc 2025 de la Cairn Pharma, eh bien c'est le troisième effectif le plus jeune de deuxième division, avec 24 ans,1 de moyenne d'âge. C'est plutôt un effectif qui a tendance à vieillir et pas à se rajeunir, ce qui est plutôt rare dans le cyclisme en ce moment. 2 ans de moyenne d'âge en moins par rapport à la Bardiani, mais qui est hors catégorie avec énormément de jeunes. Sinon ils sont quasiment au niveau de la Flanders baloise et largement mieux que la Lotto, par exemple au niveau des effectifs jeunes. Du côté donc de cette équipe, eh bien le coureur le plus âgé a seulement 30 ans, c'est Antonio Rezus Soto, et le coureur le plus jeune, c'est Nil Guimeno, je ne sais pas comment on doit le dire, 20 ans et 282 jours, avec quand même la moitié de l'effectif quasiment, qui a moins de 23 ans, enfin qui a moins de 25 ans plutôt, pardon. Et puis l'autre moitié de l'effectif qui a entre 25 et 30 ans, donc ça reste un effectif très jeune. Là encore, l'objectif, la formation, même si on a pris quelques coureurs un peu plus âgés pour cadrer, puis je pense également pour obtenir des résultats et peut-être rassurer certains sponsors. Voilà, du côté de cette équipe. Alors on perd Pablo Castrillo, donc qui était un fort pourvoyeur de résultats. Mais on arrive à garder Pau Miquel, par exemple. On arrive à garder José Félix Parra aussi. Et puis on recrute Matt Wenzel, intéressant, le luxembourgeois. Ivan Sosa aussi, qui arrivera peut-être à se relancer dans cette équipe. Donc je dirais qu'on arrive plutôt pas mal à équilibrer les choses, même si c'est vrai que la part de Pablo Castrillo fera peut-être un petit peu mal dans les résultats de cette formation. Les coureurs à suivre de cette formation, mais on va parler d'un coureur qui a déjà gagné en 2025, Urko Berade, qui a remporté la Classica Camp de Morvedre, qui était une nouvelle course au calendrier le 24 janvier dernier, notamment en battant Alexis Brunel, qui était dans l'échappée. Urko Berade, alors, un coureur qui lui aussi a fait une belle Vuelta avec. Il était presque frustré pendant un moment sur la Vuelta, parce que c'est vrai que Pablo Castrillo avait pris un petit peu les rênes de l'équipe et que lui, il n'arrivait pas à trouver la victoire. Il s'impose en étant très intelligent sur l'étape 18, sur une étape où il y avait une grosse échappée et c'était pas facile de sortir. Et puis il était là également à Jerez de la Frontera dans l'échappée qu'on appellera l'échappée Ben O'Connor. Là également au Campus Tecnologico Cortizo Padron, ou dans une échappée où Wout van Aert s'est imposé à la fin. Donc au Picon Blanco, il était 5e également, donc il finit fort cette Vuelta. 4e également à Burgos, en faisant un bon contre-la-montre notamment. Donc voilà, c'est un coureur qui a été efficace en fin de saison. Première partie de saison qui, elle, était un peu moins transcendant. Donc c'est peut-être là où il a voulu corriger le tir en attaquant fort en 2025. Et puis là maintenant, on va attendre beaucoup plus de résultats d'un coureur qui a 27 ans. On attend qu'il soit maintenant le leader vraiment de cette équipe. De côté de la Cairn Pharma, donc ça sera réellement l'objectif, je pense, d'Urko Berade, qui peut plus se cacher derrière d'autres leaders. Avant il y avait Roger Adria, avant il y avait Pablo Castrillo. Bon maintenant c'est lui qui doit prendre les rênes de l'équipe et aussi cadrer un peu les jeunes, parce que c'est vrai, quand on a 27, bientôt, enfin 28 ans à la fin de la saison, voilà, l'idée est de cadrer beaucoup plus les jeunes. Donc c'est vrai qu'il doit se servir de son expérience pour aider les jeunes coureurs de la Cairn Pharma. Lui qui a tout le temps connu cette formation, c'est un pur produit de la Dizarte. Il était passé pendant un an à la Euskadi, mais c'était l'année où en fait Cairn Pharma n'avait pas d'équipe professionnelle. Dès que Cairn Pharma a une équipe professionnelle, il est retourné dans cette équipe-là. Donc on verra maintenant comment ça se passe du côté de ce coureur. Mais ouais, je me dis qu'il a bien démarré l'année. En Espagne, il sera à Palma de Majorque, je pense.
Donc là aussi, il y aura un objectif de faire des bonnes choses, qui a été 14e de la Comunità de Valenciana aussi, qui était bien plus dur, qui s'est pas fini au sprint, hein, je crois. La Comunità de Valenciana, oui, remportée par Marc Hirschi, donc ça a été bien plus dur, avec du grand Morgado. Donc voilà, il s'en est bien sorti sur ces deux courses-là. Donc maintenant, on va voir comment ça va se passer sur le reste de la saison. Deuxième coureur à suivre, c'est Ivan Sosa. Et oui, Ivan Sosa qui a eu du mal quand même chez Movistar, surtout l'an dernier, parce qu'en fait, à part le Tour de Colombie, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ce qui est fou, c'est qu'il a fait une énorme année 2022. Quand il arrive de Ineos, il arrive vraiment en pleine confiance. 2022, super, encore, il y a des résultats. 2023, arrêt buffet, je dirais, dans sa carrière. Et 2024, il n'a pas réussi à relancer la machine. Kern Pharma, c'est une chance. C'est un contrat d'1 an, donc on voit qu'on lui met quand même un peu la pression sur les épaules en lui disant bon, bah, faudra quand même que tu obtiennes des résultats. Est-ce qu'il va être dans la catégorie des Colombiens qui ont réussi 1 à 2 saisons et puis derrière qui se sont écroulés? Je pense à Bettencourt notamment, et c'est pas le seul. Ou est-ce que il va réussir à relancer sa carrière dans une plus petite équipe? Parce qu'en fait, il a eu du mal à gérer la pression qu'il avait sur les épaules à ce moment-là. Peut-être sur des épreuves d'envergure moindre, mais qui lui permettront de retrouver de la confiance. Eh bien ça, c'est tout ce qu'on lui souhaite à Ivan Romeo, mais c'est vrai que à Ivan Sosa, pardon. Ivan Romeo, c'est un autre coureur. Mais voilà, ça sera la grande interrogation pour le coureur de la Kern Pharma. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ces 2 dernières saisons chez Movistar nous aient vraiment impressionnés. L'an dernier, voilà, à part le Tour de Colombie, il n'y a vraiment rien d'autre. Il fait 15e du Tour de l'Ain, bon, c'était pas suffisant. 4e de la Mercantour Classique, voilà, en autre résultat, on va dire marquant. Mais sinon, c'était quand même extrêmement faible. Voilà, seulement 200 points UCI, 197 points UCI. En plus, il s'est pris 15 points de pénalité. Donc, c'était voilà, vraiment pas suffisant. Pas de grand tour non plus. C'est vrai que c'est un coureur qui n'a fait que 3 grands tours dans sa carrière. Mais là, ces derniers temps, c'était vraiment pas suffisant. Et on voit les résultats qui se sont dégradés d'année en année pour Ivan Sosa. Donc ça, c'est vrai qu'on espère la relance désormais en cette année, parce que c'est vrai que si on regarde, en fait, depuis son Giro, en gros, déjà son Giro 2022 n'avait pas été exceptionnel, c'est compliqué, voilà, pour Ivan Sosa, donc il faudra relancer la machine, voilà, pour ce coureur. Autre coureur du côté de l'effectif, Galvan. J'y crois toujours, moi, à Francesco Galvan. Je me dis que c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse. C'est l'un des rares Espagnols qui est capable de faire quelques petits trucs sur certaines classiques. Donc voilà, je me dis qu'il a encore des qualités, qu'il a encore des choses à montrer, qu'il peut encore progresser dans la hiérarchie mondiale. Je pense que je l'ai quand même à un moment un petit peu surestimé, Francisco Galvan. Mais ouais, je suis toujours confiant en lui. Donc voilà, j'espère qu'il y aura des résultats un peu plus importants qu'une 5e place sur le trophée Joachim Agostino, que la 4e place sur le Grand Prix Jean-Pierre Montserrat. Voilà, coureur qui a une bonne pointe de vitesse. Francisco Galvan, et puis surtout, lui, il va falloir qu'il se montre cette année, parce que c'est vrai que Pau Michael a quand même fait une bonne Vuelta l'an dernier. Ils sont sur des profils, on va dire, un peu équivalents. Donc, s'il veut être le numéro 1 ou s'il veut rester à un bon niveau dans la hiérarchie de l'équipe, là aussi, il faut se montrer désormais pour Francisco Galvan, qui sera sur la Marseillaise et sur l'étoile de Bessèges. Dimanche, la Marseillaise et l'étoile de Bessèges, c'est la semaine prochaine. Voilà. On poursuit avec Antonio Jesus Soto, coureur qui vient de la Euskaltel en 2023. Qui était plutôt avec des résultats qui remontaient un petit peu dans les esprits. 2024, ça n'a pas été bon pour lui. Ça manque vraiment de gros résultats. Là aussi, c'est un coureur qui a une bonne pointe de vitesse, mais on ne l'a pas vu. Voilà, trop absent. Alors, il a fait équipier de Pau Michael sur la Vuelta. Son job, c'était surtout de placer Pau Michael. Donc ça, il a réussi à le faire. Mais c'est vrai que quand il est arrivé dans cette formation, c'était plutôt pour jouer sa carte, plutôt que de jouer, on va dire, les poissons pilotes d'un coéquipier. Donc on verra s'il arrive à faire mieux
en 2025 dans cette formation. José Félix Parra, bah, lui il a fait une belle année en 2024, notamment sur la Vuelta où il fait 17ème du général. Il a été régulier pendant toute cette course et notamment 7ème à Puerto de Ancares, le seul jour où il prend un échappé, parce que sinon c'était, on va dire, il était top 20 à la régulière. Tour du Portugal, il a fait 17ème aussi. Et puis vainqueur de la dernière étape de l'Alpe d'Isère Tour à Bourdoisan. On partait de Saint-Pierre-de-Chartreuse pour aller à Bourdoisan, donc une étape qui devait pour être toute plate sur cette course. Je regarde ça, oui, une étape à un petit 4000 mètres de dénivelé positif, devant Jarno Vidar, le jeune coureur de la Lotto, et Tom Domenwirt, qui était dans l'équipe de développement de la G2R, donc ça c'est plutôt une belle chose. Donc on va voir maintenant ce que ça va donner pour José Félix Parra, avec peut-être des ambitions un peu plus importantes. 5ème également du Giro della Romagna aussi dans sa saison l'an dernier, donc il y a eu vraiment des choses bien. Et bah l'objectif c'est de faire pareil en 2025, voire mieux même pour ce coureur, là aussi pur produit ces dernières années de la Lizarte, donc c'est un coureur qu'elle a depuis très longtemps. Il était passé par la fondation Alberto Contador quand il était jeune, voilà, quand il avait 18 ans, à la fondation Alberto Contador, qui était, je rappelle, une équipe qui était là pour... qui était avant la Polti Cometa. Hein. Il y a quelques cours, même qui sont ensuite passés à la Polti Cometa. Mais il n'avait pas forcément eu de grands résultats avec cette fondation, qui est devenue désormais la Polti Cometa Junior, hein, parce que quand... ils se sont alliés, on va dire, avec Ivan Basso sur ce projet Polti Cometa. Et ben voilà, c'est devenu le junior team de l'équipe. Voilà. Donc on verra s'il y aura des jeunes qui sortiront en 2025 et qui dans cette équipe. Ouais, c'est des coureurs qui ont 17-16 ans. Hein. C'est des coureurs qui sont très très jeunes dans cet effectif, donc qui sont en catégorie junior. Voilà, l'objectif c'est la catégorie junior. Et l'an dernier, il y avait Santiago Basso, tiens. Quand on connaît la famille, c'est un peu plus facile. Santiago Basso, je vérifie quand même. Le fils d'Ivan, voilà. 7ème du Tour de Lombardie Junior, qui n'est pas le Piccolo Tour de Lombardie, mais vraiment le Tour de Lombardie Junior, par exemple. Il a fait, voilà, il y a eu des résultats. Hein. Il a fait 2ème d'une course à Sestrières, par exemple, du côté des jeunes. Il n'était pas au championnat du monde, par contre. Et là, il est maintenant dans l'équipe réserve de la Bahreïn en 2025. Voilà, ce jeune coureur. Il y a quand même pas mal d'Italiens dans la réserve de la Bahreïn, notamment. Il y a un Finlandais également, tiens, dans cette équipe. Ça serait bien de retrouver des bons coureurs finlandais, parce que ça a un peu disparu. Donc voilà, José Félix Parra, on espère une belle suite de carrière. Et puis Mats Wenzel, lui... J'ai été surpris qu'il ne soit pas dans une plus grosse équipe. Alors je me dis, est-ce que c'est un choix de sa part? Peut-être. C'est un coureur qui était à la Léopard. Quand la Léopard s'est arrêtée, il allait dans la Lidl Trek Future. 9ème du dernier Tour de l'Avenir quand même. Mats Wenzel. Et surtout, 10ème du dernier Tour du Luxembourg. Où moi, j'avais trouvé qu'il avait vraiment fait des très très belles choses. 4ème des championnats d'Europe Espoir. Aussi, Mats Wenzel. C'est le premier du sprint, même du peloton, on va dire, du groupe de poursuite. Donc il a fait quand même des résultats et je suis 8ème du Baby Giro, voilà, donc je suis assez surpris, 8ème de la Flèche du Sud également dans les courses juniors Espoir, donc je suis assez surpris, voilà, qu'il se retrouve seulement dans une équipe comme Kern Pharma, contrat de 2 ans. Je ne sais pas si c'était une envie de sa part, parce qu'il ne se sentait peut-être pas d'aller sur des courses plus grosses, mais je me dis que Mats Wenzel, c'est un coureur qu'il va falloir suivre parce qu'il a des qualités, qu'il est déjà bon à 22 ans, et que ça serait bien de retrouver des bons coureurs au Luxembourg, parce que c'est vrai que Bob Jungels commence à vieillir, et qu'à une époque, les Luxembourgeois ont été nombreux dans le cyclisme, c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Et je me dis que Mats Wenzel, c'est un coureur très intéressant, mais c'est vrai que c'est surprenant, parce que Lidl Trek, ils ont perdu Wenzel, ils ont perdu également Niklas Berendt, qui n'est pas allé dans l'équipe 1. Bon, après, c'était la première année de cette formation junior, enfin espoir plutôt, de cette réserve, mais c'est assez marrant d'avoir perdu comme ça 2 coureurs
qui pourtant, je pense, ont des bonnes qualités et peuvent faire de très très bonnes choses à l'avenir. Alors peut-être que du côté de la Lidl Trek, on ne le pensait pas suffisamment bon. Je dis quand même 9e du Tour de l'Avenir, 10e surtout du Tour de Luxembourg derrière, 8e du Baby Giro, quand tu arrives à faire top 10 sur les 2 courses par étape moins de 23 ans, les plus importantes, je suis quand même assez surpris que derrière, il n'y ait pas un contrat d'une équipe plus importante, mais bonne pioche du côté de la Cairn Pharma, et puis lui, alors j'espère qu'il parle espagnol, mais je pense que ça peut bien se passer, voilà, donc coureur intéressant. Mads Wentzel, grand gabarit aussi, hein, 87, alors c'est vrai que de génération en génération, on a plutôt tendance à grandir, mais c'est vrai que très grand gabarit quand même pour un grimpeur, donc c'est un coureur filiforme, voilà, Mads Wentzel. Un peu à la Andy Schleck, quoi. 87, ça devait être à peu près la taille d'Andy Schleck aussi. Et puis je termine avec Pao Mikel. Lui, il m'a impressionné aussi sur la dernière Volta, je l'avais trouvé très bon, avec beaucoup de top 10 sur cette course, donc il avait été très bon. 3e de la Prueba Villafranca, également 7e du circuit franco-belge. J'espère c'est 5e du Grand Prix de la Marseillaise aussi, j'espère le voir sur des grandes courses et être en capacité de jouer au sprint sur ces courses-là. Parce que je trouve qu'il est très bon dans ce domaine-là, peut-être entouré de Soto, par exemple. Donc voilà, une belle saison, là, une belle progression également du côté de Pao Mikel en termes de résultats. Si on prend sa première année en 2022 par rapport à aujourd'hui, la courbe a vraiment très très bien augmenté, bien progressé. Donc voilà, j'attends de le suivre, qui confirme déjà, puis j'attends des bons résultats sur des gros sprints du côté de ce coureur. Pourquoi pas sur l'étoile de Bessèges, par exemple. Sur la chaîne L'équipe en février. Le maillot de cette formation, eh bien, il a changé. On n'est plus sur un vert sombre, je dirais, c'était un vert sombre qui leur permettait quand même de se différencier par rapport à pas mal d'équipes du côté de la Cairn Pharma, mais qui était assez uni, voilà, ce vert. Et désormais, ils ont décidé de faire un mélange entre du vert clair, du vert plus clair et du vert foncé, voilà, avec un motif. Je trouve que c'est intéressant, voilà, ce maillot, déjà parce que ça permet de se différencier de la Cara Rural, peut-être aussi de se différencier également un peu de d'autres équipes qui ont des couleurs sombres, c'est vrai, et là on va les reconnaître beaucoup plus facilement de cette manière-là, avec ce maillot comme ça du côté de la Cairn Pharma, donc c'est plutôt une bonne idée, et puis ça permettra de les différencier aussi par rapport au maillot de meilleur sprinter. Désormais sur la Vuelta, sur le Tour de France qui est très sombre, qui a un vert très sombre, et c'est vrai que l'année dernière, parfois on pouvait confondre, avec la Red Bull Bora aussi on pouvait confondre, donc là ça sera plus le cas du tout du côté de la Cairn Pharma avec ce vert plus clair, voilà. Donc un maillot je trouve très intéressant et qui change, voilà, du côté de la Cairn Pharma, parce que ça faisait depuis 3 ans qu'ils avaient le même design de maillot. Les 2 premières années, ils avaient un design qui n'était pas très joli. Et ensuite, ils avaient récupéré ce design-là vert uni. Mais voilà, ça faisait depuis 3 ans qu'ils avaient le même design. Donc là, ça a un peu changé du côté du maillot. Et ça fait pas de mal. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Armagnac Productions. Ciao, ciao!